Les Rubis Noirs, l'émission des cadres et entrepreneurs afro-descendantes. Un mercredi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Bienvenue dans Les Rubis Noirs, l'émission dédiée aux cadres et entrepreneurs afro-descendants. Retrouvez-nous 2 mercredis par mois à 18h sur Radio Campus Paris, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. Le Rubis Noir de ce mercredi est notaire à Paris. Je reçois Maître Sorel Beg-Bucher. Bonjour Sorel, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, comme les avocats, on vous appelle maître, donc Maître Sorel Beg-Bucher. Est-ce qu'il faut être inscrit dans un barreau quand on est notaire aussi ? Alors, nous, on ne parle pas de barreau. Nous sommes tout simplement nommés par le garde des Sceaux. Parce que tout simplement, le notaire est détenteur d'une partie du pouvoir public, au même titre que le maire. À la différence des avocats qui n'ont pas ce pouvoir. D'accord, ok. Alors, on va parler de ton parcours. Dans quel milieu tu as grandi ? Est-ce que tes parents ont été notaires ou pas ? Parce qu'il y a des personnes qui disent qu'on peut être notaire de père en fils. Oui, effectivement, il y a des personnes qui sont notaires de père en fils, mais ce n'est pas mon cas. Moi, je suis plutôt issue d'un milieu assez modeste. Mes parents sont plutôt été ingénieurs. Ma mère, auxiliaire de vie, oui. Et c'est la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Elle a cessé de travailler. Une personne passionnée par son travail. Tous les jours, quand ma mère se préparait pour aller travailler, tous les jours, j'avais l'impression qu'elle allait occuper je ne sais quel poste dans une grande tour à la Défense, parce que pour elle, c'était important d'être préparée. Et elle n'arrêtait pas de me rappeler qu'il est important d'être passionné par ce qu'on fait. Parce que tous les jours, on doit se lever pour faire ce travail et que si on n'aime pas, ce sera compliqué. D'où pour elle, tous les jours, elle se préparait, se maquillait, s'habillait pour aller travailler, oui, pour s'occuper des personnes âgées qui appréciaient justement sa classe et la tenue, le respect. Tout, elle appliquait vraiment les codes qui, pour moi, étaient dignes des chefs d'entreprise. Wow. Est-ce que c'est elle finalement qui t'a poussé peut-être à faire des études supérieures ? Bien évidemment. Les études à la maison, on ne plaisante pas. On ne plaisantait pas avec parce que c'est primordial, parce que c'est l'avenir, parce qu'on ne sait pas dans quelle société on va évoluer. Et dans toute société, comme elle n'arrêtait pas de me rappeler, peu importe dans quel pays je vais évoluer, mais elle me disait toujours, peu importe où tu seras, on saura toujours si tu as fait des études. Et il y a des matières, les maths, la médecine, pas besoin de parler une quelconque langue, tout le monde sait comment ça se passe, donc à ce moment-là, je pourrais toujours avoir un travail quelque part. Comment tu as découvert le métier de notaire ? Quel a été l'élément déclencheur ? Alors ça s'est fait un peu par hasard. Quand j'étais un peu plus jeune, j'ai fait beaucoup d'athlétisme. Il paraît que je n'étais pas mauvaise. Et c'est avéré qu'arrivée en licence, je devais faire un stage dans un milieu professionnel, moi qui n'avais jamais été dans ces milieux-là. Et j'avais demandé à mon entraîneur d'athlétisme s'il pouvait m'aider à trouver un stage chez un notaire parce qu'on m'en avait parlé à la fac. Honnêtement, je ne savais pas du tout à quoi ça consistait. Et comme je n'étais pas mauvaise en athlétisme, et il s'est avéré au fait qu'au club, il y avait un bienfaiteur qui était notaire et qui suivait mes résultats parce que je l'ai découvert dans son bureau quand j'ai fait mon premier stage. En fait, il avait toutes les coupures de journaux, il me surveillait, il me disait, il était capable de me donner mes résultats. Donc, ce qui fait que quand on lui propose ma candidature, il a accepté naturellement parce qu'il disait qu'il y a une force en moi, il y a l'envie de réussir, de se surpasser qui lui a donné envie aussi de me prendre en tant que stagiaire. Wow. Et c'est là que la magie s'est opérée parce que quand j'ai vu comment ça se passait, alors je vous avoue que j'avais une autre idée du métier de notaire.
C'est vrai que c'était en province où, à cette époque-là, les clients viennent naturellement à vous, limite vous ne faites rien et tout le monde arrive et frappe à votre porte. Et je me suis dit, waouh! En plus, c'est un métier vraiment, comme on dit, les notaires sont les juges de paix. Donc, il n'y a pas à défendre un client. Il y a pas, vous devez juste assurer l'équilibre du contrat, conseiller les gens, apaiser les gens, rassurer les gens. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui correspondait à ma personnalité. Et à l'issue de ce premier stage de découverte, j'ai dit, ça, j'ai trouvé ma voie. Waouh. Alors, tu décides de devenir notaire. Comment on passe à l'action? Les études, les formations? Quel est le parcours pour devenir notaire? Pour devenir notaire, oui, ce sont les études. Il n'y a pas 10 000 solutions. Donc, une fois qu'on a terminé la licence, la 3e année de licence. Donc, de droit? De droit, Oui. droit. Il fallait choisir entre le droit privé et le droit public déjà en Master 1. Okay. Moi, j'ai choisi droit privé et j'ai pris spécialité droit notarial. Et après, il faut être pris en Master de droit notarial maintenant pour pouvoir poursuivre le cursus. Parce que ce n'est pas parce que vous avez pris droit privé avec spécialité droit notarial que vous serez forcément pris en master de droit notarial. Ah oui, il faut avoir de bonnes notes. Exactement, parce que vous êtes sélectionné au dossier. Donc, vous envoyez votre dossier et selon les matières de droit privé, si vous avez excellé, et c'est là que votre candidature peut se décider. On reçoit vos notes et après, vous passez l'oral, l'entretien à l'oral. Et c'est à l'issue de tout ça qu'on vous dit si vous êtes admis ou pas en master de droit notarial. Et l'oral, il consiste à quoi? Devant un jury, on va vous poser des questions sur votre parcours, sur les matières, pour vérifier que, bon, ce ne sont pas que des notes que vous avez peut-être eues par chance. Et que, voilà, non, c'est un vrai interrogatoire. Et tu les as fait où, tes études? Dans quelles universités? Alors, moi, j'ai fait mes études en province, au nord de la France, enfin, au nord, dans le Pas-de-Calais. Il ne faut pas dire à nordiste qu'il est du Pas-de-Calais. C'est très... voilà. Moi, j'ai fait mes études à Douai, dans un petit village. Ah, j'ai habité à Douai aussi. Ah, bah voilà. J'ai été là-bas jusqu'en Master 2. Master 1, pardon, et le Master 2 droit notarial, je l'ai fait à Reims, et le diplôme supérieur du notariat, j'ai fait à Paris, parce que c'est la suite, en fait. Une fois que vous avez fini donc, votre Master de droit notarial, moi, j'ai suivi la voie universitaire. À l'époque, il y avait 2 voies, la voie professionnelle par concours ou la voie universitaire, qui permet qu'après le Master 2, vous entrez dans un autre cycle pour préparer le diplôme supérieur de notariat pendant 2 ans. Et c'est à l'issue des 2 ans, donc, où vous êtes en alternance, au fait. Vous allez en cours et vous allez aussi travailler chez un notaire. Et au bout de 2 ans, vous soutenez votre mémoire. Si tout va bien, après la soutenance, vous êtes diplômé notaire. Vous n'êtes pas encore notaire. Hein. Vous êtes diplômé. Parce que pour devenir notaire, c'est encore une autre étape. Ah oui, non. Il y a ceux qui ne sont jamais devenus notaires, mais ont le diplôme de notaire. D'accord. Et pour devenir notaire, soit vous avez donc la possibilité d'acheter la charge d'un notaire, vous rachetez des parts dans une société de notaire, ou alors, ce n'était pas évident, c'est là qu'est né un peu le mythe de père en fils, la transmission de l'étude de père en fils, parce qu'il était logique pour un parent qui est déjà notaire de pouvoir transmettre son étude à son enfant. Ah oui, ça semblait logique. Mais ça coûte de l'argent. Bien évidemment. Ou alors quand vous avez la possibilité de racheter, parce que vous avez les moyens, parce que l'opportunité s'est présentée à vous, de racheter les parts d'un notaire, soit qui part à la retraite ou qui cède tout simplement. Mais depuis 2015, vous savez, la loi sur l'économie, la loi dite Macron, qui permet aujourd'hui justement de définir une carte d'installation des notaires et vous déposez votre candidature sur une plateforme et ensuite il y a les sélections. On appelle ça le tirage au sort. Moi, je n'ai pas participé, je ne sais pas du tout comment ça se passe de l'autre côté, mais en tout cas, moi, j'ai bénéficié de ce système qui m'a permis de m'installer à Paris, au Opéra, en tant que notaire. Waouh!
D'accord. Est-ce qu'on prête serment lorsque l'on devient notaire? Oui, il faut. C'est quoi comme serment, le nom du serment? Non, vous allez au tribunal, vous êtes, moi, à Paris, c'était au tribunal judiciaire de Paris, vous prêtez serment, vous jurez de servir le pays et avec loyauté, probité, voilà. Incroyable. L'importance des études, l'importance des études, plus on va dire, les stages et les alternances, c'est vraiment important dans votre domaine? Oui, parce que c'est là que ça peut être décisif dans votre avenir. Comme je vous ai dit, moi, c'est grâce à un stage que j'ai décidé de devenir notaire. Parce que j'ai aimé le conseil, la qualité du service et aussi l'état d'esprit. On ne devient pas notaire juste parce que, alors certains, je vous avoue qu'avant de devenir notaire, j'étais baignée aussi dans ces préjugés où les notaires, ce sont des rentiers et que on va tous, en devenant notaire, on va tous rouler à grosse voiture, Rolls-Royce ou tout ce que vous voyez. Non, il y a quand même une part de travail là-dedans. Il faut travailler avant d'en arriver là et c'est pareil pour tous les métiers. Donc, il est important que des personnes aillent sur le terrain. C'est là que vous allez savoir si ce métier vous correspond. On ne choisit pas un métier juste pour d'autres aspirations. Oui. Tantôt, je vous disais, moi, ma mère reste le modèle. Son métier aujourd'hui n'était pas le plus gratifiant, mais j'ai vu quelqu'un qui était passionné par son métier et heureuse de se lever tous les jours. Parce que le notaire, la retraite est prévue à l'âge de 70 ans. Donc, si vous devez vous lever tous les jours jusqu'à votre 70e année, en tirant les pieds, en étant de mauvaise humeur, non, vous ne pouvez pas. Autant vraiment faire le métier qui vous donnera envie de vous lever tous les jours et de vous dire, je vais me surpasser, je vais donner aux autres, je vais pouvoir produire ce qu'il y a de bon en moi et l'apporter aux autres. Alors, le notaire s'occupe de tout ce qui est administratif au niveau du mariage, décès et de l'héritage. Est-ce que vous confirmez cela? Alors, administratif, c'est peut-être pas le bon mot. Parce que la mairie a sa part de travail dans le côté administratif. Moi, je le voyais comme ça, en fait. Non. Alors, le notaire, en matière de mariage, le notaire, lui, il va intervenir pour conseiller les futurs époux sur le choix du régime matrimonial. Parce que c'est ce régime matrimonial qui va déterminer vos rapports dans la gestion de votre patrimoine pendant le mariage. Donc, si on ne décide pas de faire un contrat de mariage, dans ce cas, on est soumis au régime légal qui est le régime de la communauté des biens réduits aux acquits. C'est quoi? C'est tout simplement les biens que vous avez avant le mariage, vous sont à vous. Les biens que vous allez acheter avec votre mari, tout ça, c'est à vous deux. Mais par contre, les biens que vous allez recueillir par succession de l'oncle d'Amérique qui vous a légué sa fortune, c'est à vous. D'accord. Sauf si vous décidez d'apporter dans un contrat de mariage, donc vous changez à ce moment-là de régime matrimonial. Mais avant de se marier, il est important d'aller consulter le notaire. Parce que il arrive que vos aspirations, vos projets ne permettent pas d'opter pour le régime légal. Il ne sera pas adapté pour vous. Parfois, si par exemple, vous êtes entrepreneur, donc vous avez vocation à avoir des créanciers parce que vous allez créer une entreprise, vous allez vous endetter, il n'est peut-être pas bon d'utiliser le régime de la communauté légale parce que le risque, c'est que les créanciers pourront saisir tous les biens communs. Alors que si vous faites par exemple le contrat qui est sous le régime de la séparation de biens, il n'y a que vos biens qui seront engagés. C'est une autre façon de protéger l'autre. Il ne faut pas toujours voir ce contrat comme... la radinerie, on est radin. Un manque d'amour. Un manque d'amour, ou que la personne est radine, ou je ne sais quoi. Voilà, c'est aussi une façon de protéger son conjoint. Ok, très bien. Et pour ce qui est du décès Effectivement, on a encore à peu près dans certains domaines des successions le monopole
parce que quand il y a un décès, il y a des actes qui doivent être établis par le notaire et qui seront nécessaires pour débloquer les fonds, pour certains organismes. Et donc, oui, le notaire s'occupe de ça. Il faut même avoir le réflexe notaire parce que vous devez déposer, quand on est résident en France, vous devez déposer la déclaration de succession dans les 6 mois du décès. Donc, si vous commencez à perdre du temps à gauche, à droite et que vous allez voir le notaire quelques mois avant et que lui doit collecter toutes les informations, vous risquez d'être soumis à des pénalités ou des majorations au moment où vous allez déposer la déclaration de succession. Alors, pour déposer la déclaration de succession, l'actif doit être quand même supérieur à 50 000 €. Ah. Bon. Il faut s'assurer déjà qu'on aura au moins 50 000 € et après, on doit respecter ces délais. Y a-t-il des missions que l'on ne connaît pas, qui sont moins connues du grand public que vous pratiquiez, vous faisiez? Oui, alors... Parce que nous, on connaît juste héritage, mariage, décès. Achats. Ah si, les achats. Ok. Si vous voulez acheter votre bien, tout ce qui est mutation de biens immobiliers, ça relève du domaine des notaires. Seul un notaire peut faire la mutation. La mutation, ça peut être par décès. Par exemple, vous avez hérité d'un appartement à Paris. Il n'y a que le notaire qui permet d'établir un acte qui va constater le passage du bien immobilier de la personne décédée à vous. Si vous décidez d'acheter votre appartement à Paris, seul le notaire pourra constater la vente, par exemple. Donc, ce n'est pas la peine d'aller voir quelqu'un d'autre. Il faut aller voir le notaire. On dit que les notaires gagnent très, très bien leur vie. On dit que les notaires gagnent très, très bien leur vie, mais être notaire, c'est une profession libérale. Non? Réglementée, voilà. Libérale. Oui. Vous avez beaucoup de charges finalement. Exactement. Donc, est-ce que tu pourrais nous en expliquer davantage? Effectivement, c'est comme dans tous les métiers. Oui. Tout le monde peut gagner bien sa vie. Il n'y a pas que chez les notaires. Parce qu'on entend des sommes, on se dit, mais le notaire... Alors, ce que vous devez savoir, et notre profession se bat par rapport aux appellations. Ce que les gens appellent les frais de notaire. Oui, voilà. Pour simple information, ces frais ne vont pas dans la poche du notaire. Oui, le notaire touche moins de 1% du prix. Moins, ce qui revient au notaire. Donc, et tout le reste, au fait, les notaires sont des collecteurs d'impôts. Nous, on collecte les fonds pour verser à l'État. Donc, ce qui fait que sur la somme qu'on demande, sachez que le notaire ne touche moins de 1%. Donc, même pas 1%, moins. Donc, voilà. Oui. Il est important. Donc, après, maintenant, le niveau d'enrichissement des uns et des autres... Oui, il y a des études qui, pour ma part, s'en sortent très bien. Il y a d'autres moyennement et d'autres pas du tout. Mais c'est comme partout. Ça dépend de plusieurs critères, de l'antériorité peut-être de l'étude. Une étude qui existe depuis 1600 et celle qui a été créée en 2026, sauf si en créant l'étude, vous aviez déjà... un réseau qui vous nourrit tout de suite, mais oui, sinon c'est un peu compliqué. Oui. Il faut faire ses preuves, comme partout. Oui, c'est clair. Maintenant que l'on sait ce que c'est que le métier de notaire, comment est organisée une étude notariale? Qu'est-ce qu'il y a? Des associés, des collaborateurs, comme dans les cabinets d'avocats? C'est vrai ça se passe comme ça? C'est vrai que vous avez pour modèle les avocats. Oui, parce que j'ai fait du droit. Ah, bon. Alors, les avocats, c'est vrai que ce sont nos amis avec lesquels on travaille beaucoup. Effectivement, au fait, il y a plusieurs formes de structures juridiques dans lesquelles les notaires peuvent exercer. Il y a des notaires individuels, donc qui ne sont pas en société. Et c'est mon cas, je ne me suis pas mise en société. Il y a des sociétés, qui dit société, dit associé. Et donc, vous avez des associés qui sont en gros les patrons. Et ensuite, nous avons les notaires salariés. Ils sont notaires, mais ils sont salariés de l'étude. Et nous avons les collaborateurs, anciennement clercs de notaire. Et des assistants et des secrétaires. D'accord. C'est vraiment... ça regroupe beaucoup de choses. Et toi, tu es toute seule dans ton... Exactement. tu es associée... Non, je suis seule notaire dans mon étude avec mes collaborateurs. Je n'ai pas voulu m'associer.
L'association, c'est comme un mariage. Il faut trouver la bonne personne. Et je n'ai pas encore trouvé la bonne personne. Donc, je navigue seule pour l'instant. Tout à l'heure, tu disais que tu collaborais avec des avocats. Oui. Mais quel type d'avocats? Les avocats en droit de la famille, droit des affaires? Tous les... Bah oui, parce qu'en fait, les avocats, dans tous les domaines, en fait, famille, immobilier, affaires, fiscales, nous avons toujours un point de vue différent dans le règlement des dossiers de divorce, d'adoption, de tout ce que vous voulez. Et ça fait que il est parfois bon même d'avoir recours à un regard autre que le sien. Parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Et c'est cette complémentarité qui nous permet de produire un travail de qualité qui viendra figer les choses, qui viendra rassurer les clients, parce que c'est un travail qui va tenir compte de plusieurs paramètres pour produire quelque chose qui va correspondre aux besoins des clients. Comment fait-on pour créer ou reprendre une étude notariale? Quelles sont les conditions requises? Déjà, il faut être diplômé notaire. Il faut avoir le diplôme. Bon, donc, si vous n'avez pas de diplôme, voilà, vous oubliez. On commence par là. Et une fois que vous êtes diplômé notaire, il ne faut pas avoir fait l'objet de condamnation non plus, parce que si vous avez un casier judiciaire qui est bien rempli, vous comprenez que ça va être compliqué. Et en partant du postulat que vous n'êtes pas concerné par ces interdictions, vous êtes diplômé notaire et soit vous allez donc acheter une étude, parce que vous savez que nous, c'est jusqu'à 70 ans. Si vous avez quelqu'un qui veut vous céder son étude, ou sans même attendre 70 ans, qui veut juste céder ses parts dans une étude, vous pouvez racheter. Ou alors... Il faut avoir de l'argent, non? C'est comme tout, hein. C'est racheté. Si vous allez demander à monsieur Bernard Arnault d'acheter des parts de LVMH, il va vous falloir de l'argent, même une part. Voilà. Donc, il faut se préparer. Oui. On ne se lève pas un beau matin et dire je vais y aller. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous rachetez, ou alors vous attendez justement ce système qui a été mis en place par la loi dite Macron, qui permet justement, après avoir en concertation avec l'autorité de la concurrence, on définit une zone dans laquelle on va regarder s'il y a un manque en termes de notaires. Par exemple, à telle zone, ils vont vous dire « Ah, on pense qu'on devrait installer 2 ou 3 notaires. » Dans ce cas, on va vous... Après une période de 2 ans et qui est en train de s'allonger, on va vous dire « Ok, vous pouvez déposer vos candidatures sur cette plateforme et il y a 4 ou 5 études qu'on peut créer. » Alors, tout le monde va déposer, tous les diplômés notaires vont déposer. Et après... on choisit. Ce ne sont pas nous qui choisissons. Oui, vous choisissez là où vous voulez être. On vous sélectionne. On vous sélectionne. Et après, je ne sais pas comment ça se passe en interne pour que ça soit votre nom qui sorte et pas celui d'un autre. Ah, c'est la loterie. Alors, c'est pour ça qu'on parle de tirage au sort. Mais comme je vous dis, moi, je n'ai jamais participé au déroulement, au moment où les décisions sont prises. Oui. On dit que c'est le tirage au sort, mais je n'ai pas vu. Oui, d'accord. Ouais, je vois. Comme on l'a dit, le notariat est une profession libérale, encadrée, réglementée. Quelles sont les règles déontologiques? Et surtout, est-ce qu'il y a des incompatibilités? Oui, comme dans toutes les professions, il y a des incompatibilités. Vous ne pouvez pas, par exemple... Est-ce que vous pouvez être notaire et entrepreneur, par exemple? Vous l'êtes déjà, en fait. Oui, c'est vrai. Mais par contre, vous ne pouvez pas exercer une activité commerciale. Oui. Voilà. Donc, à un moment donné, le notaire, il ne vend pas les poireaux au marché. Voilà. Mais non, mais de toute façon, vous n'auriez même pas le temps. On n'aura pas le temps et il y a des passionnés, mais ça n'empêche qu'on ne peut pas, on peut pas avoir une activité commerciale, voilà. Et les règles déontologiques, vous avez le respect, la discrétion. Bien évidemment, la discrétion, et c'est pour ça que vous n'entendez pas beaucoup les notaires. Oui. Vous ne faites pas de publicité, vous n'avez pas le droit à la publicité. Non, alors, publicité personnalisée.
Ça veut dire que si vous devez, par exemple, vendre vos produits, vos services, vous devez cibler les personnes vers lesquelles vous allez proposer vos services, mais vous ne pouvez pas... Dire sur LinkedIn, non, même, je non, suis... non, sur LinkedIn, vous pouvez, si c'est à destination de vos amis, c'est déjà personnalisé. Oui, oui, oui. Ce n'est pas ouvert au public. Oui, oui, oui. À partir du moment où ce n'est pas ouvert au public, ça devient personnalisé, vous vous adressez au fait à une catégorie de personnes et pas à tout le monde. C'est ça la différence. Personnalisé, donc vous pouvez, dans votre réseau, si vous avez 100 000 contacts, vous avez des adresses mail des 100 000 contacts, vous leur envoyez un mail de présentation de vos services. Mais par contre, vous ne pouvez pas aller sur, voilà, sur les réseaux publics et de commencer à parler de vous. Venez chez moi, je suis ceci, je suis cela. Non, ça c'est interdit. Que représente le symbole que l'on retrouve dans les études notariales? La Marianne. Oui. Ah oui, le bien. panonceau notarial, c'est ça? Oui, c'est le panonceau. Et à l'intérieur, c'est la Marianne. Et voilà. qu'est-ce que ça représente en fait? La signification. La signification de ce... Pourquoi il y a ça? L'autorité. C'est D'accord. l'autorité qui est incarnée, okay. oui, avec la Marianne. D'accord. Ah bah oui. C'est pour ça, quand j'ai commencé, je vous ai dit, nous sommes quand même détenteurs de l'autorité publique. Oui. Que se passe-t-il en cas d'erreur dans un acte notarié? Alors, il y a erreur et erreur. Oui. Il y a une simple erreur matérielle, une petite omission. À ce moment-là, le notaire, il peut corriger. Si par exemple, on a oublié un prénom, on a mal orthographié votre prénom, votre nom, tout ça, on peut corriger sans l'intervention du client. En revanche, si l'erreur porte sur des éléments essentiels du contrat, on est obligé de faire un acte rectificatif et du coup, on refait venir tout le monde. Ça veut dire aussi que tout le monde qui était là n'a pas écouté tout ce que le notaire a lu. En général, en matière de vente, on va prendre l'exemple, c'est on s'est trompé sur le prix. On s'est trompé sur les biens qu'on achète. Au bout d'un moment, vous dites, vous êtes donc venu faire quoi? Parce que si finalement, on ne sait pas que le prix est d'autant, on se rend compte qu'on a mis un mauvais prix, on se rend compte que ce n'est pas le bon bien. Alors, je vous rassure, ça n'arrive quasiment pas. Oui. Parce que nous, on fait toutes les vérifications en amont, on envoie les projets d'actes, on a le temps de vraiment tout vérifier. Et en plus de ça, on a des bases de données qui nous permettent vraiment de regrouper les informations pour s'assurer que, par exemple, en matière de vente, celui qui vend est bien propriétaire. Et si on a une petite difficulté ou une petite discordance, à ce moment-là, il faut qu'on lève le doute là-dessus. D'accord. Et juste comme ça, tu es notaire. Oui. Mais quand toi, tu dois faire... Est-ce que tu te rédiges tes actes? On n'a pas le droit de faire ça? Non, on n'a pas le droit. Tu es obligé de toi-même d'aller... Oui, d'aller chez un notaire. Oui. Non, on n'a pas le droit de rédiger nos actes à nous, ni pour nos proches. Oui, je pense que c'est même pour les proches? Je pense que c'est jusqu'au 4e degré. Oui. Ah oui, d'accord. En gros, les actes de ta cousine, en fait. Voilà, tu peux pas. C'est à partir des enfants de ta cousine que tu peux. D'accord. Ouais, mais okay. Sauf qu'en général, si ta cousine a déjà des enfants, c'est que toi-même, tu es déjà en âge aussi bien avancé. Ouais. Il est temps de faire une pause musicale avec Marie-Jo Blige. Les Rubis Noirs, l'émission des cadres et entrepreneurs afro-descendants. Un mercredi sur 2 à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Nous sommes de retour dans les Rubis Noirs. Ravi de vous retrouver toujours avec mon invité du jour, Maître Sorel Bech-Bucher. J'enchaîne donc avec l'évolution donc de la profession, tout ce qui est IA et peut-être même féminisation du métier, puisque concrètement, lorsque je regarde sur Internet les notaires, il y a beaucoup d'hommes et plus âgés que moi, beaucoup plus âgés que moi. Donc, toi, comment tu perçois l'évolution de ce métier en termes de IA, de numérique, mais surtout aussi d'hommes, de femmes, de profil, on va dire? Oui, alors le métier, contrairement aux idées reçues,
où le notariat, ce sont des vieux et tout ce qu'on veut, tout ce qu'il y a de plus mauvais. Non, le notariat, c'est beaucoup rajeuni. Il y a de plus en plus de notaires jeunes. Moi, quand j'ai été nommée notaire, j'avais 33 ans. Oui, j'avais 33 ans et j'ai été la plus jeune notaire d'origine africaine à être nommée à cet âge-là. Oui, oui. Ça arrive. Oui, parce qu'être nommé notaire à 33 ans, c'était... et donc, et de plus en plus, il y a des jeunes qui sont installés et qui font le travail sans problème. La profession s'est beaucoup féminisée. Il y a de plus en plus de femmes qui sont à la tête des études. Avant, pendant un bon moment, quand on arrivait en haut de la pyramide, il y avait plus d'hommes et tout en bas, dans le service un peu clerc de notaire, c'est là qu'il y avait beaucoup de femmes. Maintenant, d'après les chiffres, nous serions à 55-45. Wow. Voilà. Donc, voilà, c'est... Elles ont beaucoup plus confiance, peut-être. Bien sûr, et surtout, la profession s'est ouverte et que les femmes doivent accéder à ces emplois-là de chef. Parce que quand on est notaire, on est chef d'entreprise. Oui, c'est vrai qu'on oublie ça. Bah oui, et donc il est important que les femmes et la profession a très vite compris ça et permet aujourd'hui à beaucoup de femmes d'être à la tête de leurs études. Donc ça, c'est vraiment une avancée considérable. Maintenant, pour tout ce qui est numérique... Est-ce que vous faites des actes électroniques? Exactement, on fait des actes électroniques. On a mis en place, par exemple, nous à l'étude, et beaucoup de confrères font ça, mettre en place la visioconférence. Et la signature des actes à distance, notamment les procurations, pas tous les actes. Parce que vous savez, quand vous avez des clients étrangers, au lieu qu'ils se déplacent pour venir à Paris, c'est toujours ça a un coût, ou pour aller à l'autre bout du monde pour aller signer un acte. Bah, dans ce cas, on signe par visioconférence. Moi, régulièrement, j'ai des clients anglais, j'ai des clients allemands, mais je ne bouge pas de Paris. Parce qu'ils se connectent, on se connecte, ils interagissent et moi, je signe mon acte à Paris. Donc ça, c'est très intéressant. Et pour ce qui est de l'IA, alors l'IA dans le domaine juridique n'est pas encore vraiment au point. Parce que le domaine juridique nécessite une bonne réflexion et l'IA, dans le domaine juridique, a tendance à donner des informations d'ordre général. Si vous voulez quelque chose de pointu, ce n'est pas l'IA qui va vous donner. C'est vous-même en allant regarder les ouvrages, les bases de données pour vérifier. Il arrive que l'IA se trompe au niveau des arrêts qui sont rendus par la Cour de cassation, par les instances judiciaires. Donc, il ne faut pas aller vous fier à une décision qui n'existe pas. Donc, d'où il est toujours important pour vous d'aller vérifier par vos propres moyens. Donc, l'IA n'est pas encore ça. Il y a la blockchain, il y a plein de choses que le notariat a développées, mais on n'est pas non plus sourd par rapport à l'évolution exactement de l'IA. Je pense qu'on arrivera à un moment où l'IA pourra vraiment aider, mais aujourd'hui, en tout cas dans le notariat, ça reste d'ordre général. Voilà. Oui. Alors, on a parlé de ton parcours, on sent que tu aimes bien ce que tu fais. J'adore mon métier, vraiment. Il y a quand même eu, je pense, des obstacles et des défis en tant que femme noire. Enfin, peut-être pas, hein, mais est-ce que tu as eu le syndrome, est-ce que tu as senti que tu avais eu le syndrome peut-être de l'imposteur, te dire est-ce que je suis légitime, pas légitime, j'ai ma place, pas ma place? Au fait, pour ne rien vous cacher, je pense que c'est un problème qui se pose pour tout le monde à un moment donné dans sa vie. Et quand vous réussissez, vous vous rendez compte que, au fait, c'était le cheminement et qu'on ne vous donnera pas votre place dans une cuillère d'argent. Oui. Il faut juste travailler dur. Il y a de la rivalité. C'est comme, je pense, tout le monde. Oui. Quand vous voulez accéder à un endroit où on ne vous attend pas, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on vous déroule le tapis rouge. Parce que y a des intérêts, c'est comme à la fac, je me rappelle, c'était beaucoup de compétition. Ceux qui voulaient rester majors de promo,
Et donc, vous comprenez qu'il fallait travailler dur et on n'allait pas vous faire des cadeaux. Donc, pour ma part, en tant que femme noire, j'ai peut-être eu quelques personnes, on ne va pas le cacher, qui, non pas pendant mes études, peut-être à l'occasion des stages, qui ont été un peu désobligeants à mon égard. Mais ça reste anecdotique. Et surtout, je ne pense pas que ça soit vraiment parce que moi, je suis une femme noire. Je pense que c'était juste quelqu'un qui avait un problème avec les femmes. Mais comment tu fais pour avoir ce mental d'acier, pour rester concentré? Parce qu'il y a des personnes que ça vous n'avez pas déstabilise. Le choix, parce que si vous ne tenez pas, on vous met sur le bas-côté et votre avenir, vous n'allez quand même pas laisser quelqu'un venir, pardonnez-moi de l'expression, bousiller tout le travail que vous avez fait parce que la personne n'aime pas les femmes, parce que la personne ne vous aime pas. Que vous m'aimez pas, je suis là et ma place, je ne compte pas la céder. Oui. Et c'est juste ça. Quand vous êtes conscient de votre valeur, vous êtes conscient des efforts que vous avez fournis pour arriver là où vous êtes, je vous assure que votre place, pour rien au monde, personne ne viendra vous la retirer. Oui. Et donc, vous, il va falloir continuer, au fait, à vous améliorer pour être toujours meilleur. Oui. Parce que, comme... Ça, c'est le conseil que tu pourrais donner. Exactement. Comme m'ont toujours dit mes parents, tu ne brilleras que par la qualité de ton travail et rien de plus. Et il n'y a que ça qui va te donner la légitimité. Même si la personne ne t'aime pas, qu'on t'aime, qu'on ne t'aime pas, mais ton travail, on va l'aimer et ça va venir faire taire toutes les mauvaises langues autour. Oui. Il faut faire bien son travail. Et à partir du moment où vous faites bien votre travail, je vous assure, bien sûr, il n'est pas toujours valorisé tout de suite, mais il y a toujours quelqu'un qui finit par remarquer que ce travail, ou alors celui qui a utilisé votre travail pour se faire voir, un jour, on va découvrir qu'en fait, c'était vous qui étiez derrière. Et je vous assure que quand ce jour-là arrive, ce sont les réjouissances. Quand tu te présentes en tant que notaire, les gens sont surpris, choqués. Parce que moi, quand j'ai créé ce podcast, justement, j'ai voulu mettre en avant, visibiliser des profils de personnes noires que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les médias. Ou alors, moi, je sais que j'avais interviewé une ophtalmologue qui disait que parfois, les gens pouvaient être surpris parce qu'elle est médecin. Ils s'attendent à voir des personnes noires à d'autres postes. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je vois très bien, mais l'avantage dans mon métier, c'est que les gens qui viennent me voir ne sont plus à ce niveau-là. Ils savent que si je suis notaire, c'est forcément... je suis à mesure de fournir le conseil au même titre que Pierre, Paul, Jacques, Jean, et que en soi, non. Les gens qui viennent me voir savent déjà qui je suis. Ah oui. Bah oui. Bah, si vous décidez d'aller voir Maître Sorel Becbucher, alors là, aujourd'hui, avec Google, on va vous googliser pour voir à quoi vous ressemblez. Donc, si quelqu'un vient me voir, il n'y a plus de surprise. La personne sait pourquoi elle vient me voir, pour tel conseil, pour telle ou telle chose. Et je n'ai pas eu de mauvaises expériences. Non, par rapport à ça, vous savez, après, il y a des voyous partout qui essayent. Mais ce n'est pas propre à mon métier. C'est juste, voilà, des gens qui essayent, des hommes qui ont des problèmes avec des femmes, ou des femmes qui ont des problèmes parce que vous êtes femme et se demandent pourquoi vous êtes là, mais vous avez juste envie de dire que vu le nombre d'années que j'ai fait pour devenir notaire, je ne vais pas quand même devoir justifier pourquoi je suis là, alors que j'ai quand même un parcours. Voilà, vous voyez. Mais après, c'est juste une histoire d'hommes et de femmes. Et pas parce que c'est moi, femme noire et exerçant à Paris. Je vois que tu mets beaucoup l'importance sur le fait de faire des études. Pourquoi c'est important ? Pas forcément dans ta profession, mais en général. Parce que moi, je sais qu'à un moment, je voulais m'arrêter au Bac+4. Non, parce que j'en pouvais plus. J'en avais marre parce que j'avais redoublé mes études de droit. Et je me disais que je pouvais trouver un travail. Finalement, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas fait de Bac+4 aussi, qui ont du mal à trouver un travail. Moi-même qui ai fait un Bac+4 aussi, j'ai du mal à trouver un travail. Et il y a des personnes qui disent que même en faisant des longues études, tu peux avoir du mal à trouver un travail. Non, il faut choisir aussi les études. C'est vrai. Il faut choisir. Moi, je suis tout ce qui est communication, relations presse, journalisme, etc. Il faut choisir sa voie. Il faut choisir sa voie. Mais toi, l'importance des études, faut vraiment... C'est très important, les études. Vous savez, nous évoluons dans un monde qui fait que les études vous ouvrent
énormément de portes, énormément d'opportunités. Et lorsque vous aurez envie de postuler pour tel ou tel emploi, on ne vous connaît pas, on va regarder votre CV. Même si vous êtes le meilleur youtubeur du coin et celui qui a bac+8, j'aurais envie de prendre bac+8 parce que moi, je saurais qu'au moins, il sait écrire le français, il sait faire beaucoup de choses. Oui, et donc le travail, oui, c'est très important. Ce n'est pas tout de penser qu'on peut tout avoir rapidement. Ce n'est pas non plus bon de penser que les études, ça ne sert à rien. Les études servent toujours, et quelle que soit la société dans laquelle vous allez évoluer, quand vous commencez vos études, vous ne savez pas où vous allez exercer votre métier. De nos jours, il y a des opportunités qui s'ouvrent à gauche, à droite. Le monde est constamment en guerre, donc le monde est constamment à reconstruire. Oui. Peut-être on aura besoin de vos compétences à l'autre bout du monde une fois que les dirigeants de ce monde se seraient fatigués et dire bon, finalement, on arrête la guerre, mais il va falloir reconstruire. Mais si vous avez une compétence dans tel ou tel domaine, ça pourra vous servir, ça pourra vous faire voyager. Il faut faire des études. C'est très important. C'est très important parce que c'est ça aussi qui va vous donner une certaine légitimité. C'est ça aussi qui va permettre aussi d'avoir un bon travail. C'est ça qui va vous donner une assise sociale, tout simplement. Oui. Il y aura des endroits, vous allez quelque part sans études, vous-même vous risquez de vous sentir mal à l'aise parce que vous ne comprenez pas tout ce qui sera dit. Ce serait quand même dommage. Après, il y a des personnes qui disent que voilà, la culture générale, tu peux avoir fait des études et ne pas être forcément cultivé. Non, puis il y a des personnes non, pardonne-moi. Si tu as fait bac+5, oui, et que il y a dans ton parcours, tu as appris beaucoup de choses qui font que tu es quand même capable de t'exprimer quelque part. Oui, voilà. Et de connaître des choses. Bien évidemment. Oui. Donc, oui, il faut faire des études. Et après, il y a selon le parcours. Oui. Si vous faites l'ENAM, si vous faites Sciences Po, oui, c'est sûr que vous aurez un autre niveau. Mais l'entrée aussi va être... voilà. Si vous réussissez le concours, c'est que le niveau est supérieur. Ça veut dire aussi que vous avez déjà votre carrière qui est déjà assurée. Parce qu'il y a des métiers auxquels vous pourrez accéder uniquement parce que vous avez suivi cette filière-là. Oui, c'est vrai. En fait, ils sont très focalisés sur les diplômes, les études. Vous voulez être président de la République et vous voulez ne pas avoir de diplôme. Dites-moi enfin. Non, mais il y a aussi l'expérience aussi. Il y a des gens qui en veulent dans la vie aussi. Qui bossent, qui ont la volonté. Oui, la volonté ne suffit pas parce que quand vous allez devoir vous exprimer devant les personnes, il faut quand même avoir un minimum de vocabulaire, un minimum de syntaxe. Si ces bases-là, vous ne les avez pas, vous allez convaincre qui? Donc, à un moment donné, oui, il faut faire des études. Tout est dans le fait de convaincre. Même dans votre métier, même les youtubeurs, les influenceurs, vous devez convaincre. Si vous ne savez pas parler pour convaincre, c'est pas la peine. Ou alors vous aurez le public qui est à votre niveau et qui ne vous permettra pas de vous décoller pour arriver à un niveau supérieur qui vous permettra de mieux gagner votre vie. Parce que si vous arrivez à toucher un autre public que le public qui est à votre niveau, eh ben, vous gagnerez mieux votre vie aussi. Donc, il est important de faire des études. Alors, nous arrivons à la fin de notre discussion, mais j'ai cru comprendre que tu avais une exposition d'art contemporain africain au Sénat pour célébrer la femme africaine. Effectivement. Donc, du 19 juin au 1er juillet, c'est ça? C'est ça. Donc, j'aimerais que tu puisses nous en parler avant que l'on termine notre magnifique échange. Alors, en quoi consiste-t-il? Pourquoi Alors, parce que beaucoup vont se dire, mais donc quand on est notaire, on peut organiser des événements, on peut faire... oui, c'est possible. Mais il faut bien distinguer les choses. Étant notaire, je ne pouvais pas organiser des événements comme des expositions. Mais comme je suis passionnée par l'art, notamment l'art africain, j'ai voulu vraiment commencer à montrer un autre visage de l'art contemporain africain. Ça a commencé à l'étude,
avec mes expositions à l'étude pour montrer à nos clients et nos partenaires. Et j'ai donc créé un fonds de dotation. C'est une fondation privée qui a pour but justement la promotion de l'art africain et la diversité culturelle. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé donc à exposer au Grand Palais. Là, en février, on a participé à l'exposition Art Capital et ça nous a permis de porter 12 artistes d'art contemporain africain à cette exposition. Jusqu'à l'année dernière, c'était la première fois. Nous sommes les premières personnes à apporter autant d'artistes contemporains africains au Grand Palais. Et donc, le travail est énorme. Et le travail, quand vous le faites bien, les gens voient. Parce que c'est à l'issue de ça qu'il y a un sénateur français qui est venu me voir pour me demander si on pouvait organiser une exposition d'art contemporain africain au Sénat. Incroyable. Et donc, on est en train de préparer cette exposition. C'est dans le cadre du dialogue des cultures entre la France et les pays d'Afrique que le sénateur m'a demandé si on pouvait organiser justement cette exposition d'art contemporain africain au Sénat et qui a pour but justement la promotion de la femme africaine à travers l'art. C'est de montrer leur parcours, les aspirations en tant que femme et africaine. Tout le monde y aura accès ? Tout le monde y aura accès. Ce sera payant. Il y aura une billetterie ouverte ou je ne sais pas si c'est payant comme gratuit. c'est au Sénat, je pense que c'est gratuit. D'accord. Oui. De toute façon, toutes les informations seront en ligne sur le site internet du fonds de dotation. C'est Opéra Art Collection. Voilà. Incroyable. Et à part cela, qu'est-ce que tu aimes faire d'autre ? Tu aimes lire ? Est-ce que quand on est notaire, il faut aimer lire peut-être ? Parce que vous lisez beaucoup. On lit beaucoup de nos actes. Non, je plaisante. En dehors des actes. Non, en dehors, il y a des ouvrages, il y a autre chose. Il y a une vie aussi après. Oui, c'est vrai que j'arrive pas à me dire que vous avez une... On a une vie en dehors du notariat. Et on a une vie en dehors du notariat. Moi, justement, j'ai commencé à vraiment me documenter au niveau de tout ce qui est art, les courants, tout ça. Je m'intéresse énormément. Et après, ça ne fait pas de mal de lire un bon roman de fiction. Voilà. Ok. Mais je ne m'ennuie pas. C'est à côté des autres activités, du sport. Je m'engage beaucoup dans les activités caritatives. Je fais du sport. J'ai une vie. Donc, le notariat n'est pas incompatible avec une vie sociale normale, en fait. Juste pour terminer, quels sont les conseils que tu pourrais donner à des jeunes femmes afrodescendantes qui souhaiteraient se lancer dans une carrière de notariat ? Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est faites des études. Et ensuite, si c'est le notariat, vous ne pouvez pas décider juste de devenir notaire. Allez faire un stage de découverte dans une étude de notaire. Alors, vous allez me dire, c'est très difficile d'avoir, mais il va falloir écrire. Et donc, il faut écrire sa lettre de motivation. Il faut avoir un CV qui donne envie. Il faut avoir... faut se faire des contacts, il faut rencontrer des personnes. Il faut rencontrer des personnes. Il faut avoir aussi une attitude qui donne envie aux gens de vous prendre. Oui, parce qu'il arrive que, moi, l'étude, de prendre des stagiaires, je vous assure, il y a des moments, il y a même certains qui me disent « non, c'est ma mère qui m'a dit d'y aller ». Quand quelqu'un vous dit que c'est ma mère qui m'a dit d'y aller, vous comprenez qu'il n'y a aucune motivation. Je préfère prendre quelqu'un qui a vraiment envie de faire ça, qui a envie de découvrir, pas quelqu'un qui est venu parce que ma mère m'a dit d'aller. Non. Oui, je comprends. Donc, faites des études, préparez vos CV, lettres de motivation, envoyez. Et il y a beaucoup de gens qui attendent. Et peut-être ce sera votre chance. C'est tout. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Merci à mon invité. Je vous embrasse. Et surtout, vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur Instagram @lesrubisnoirs, mais également me suivre sur YouTube @Estelle Keita. À très vite.
Les Rubinoirs, l'émission des cadres et entrepreneurs afro-descendantes. Un mercredi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM.